À la Fédération de la santé et des services sociaux, c'est en 1980 qu'un groupe de femmes, animées de profondes convictions féministes, ont parlé et réclamé la formation d'un comité de condition féminine. Un nouveau comité était alors constitué de 11 femmes provenant de toutes les régions du Québec. 3 ans plus tard, en 1983, ces femmes réclament et obtiennent qu'un nouveau poste réservé exclusivement à une femme soit créé à l'exécutif de la Fédération à titre de vice-présidente responsable à la condition féminine. Non seulement fallait-il que les femmes s'approprient les dossiers qui les concernent, mais elles devaient également s'assurer qu'ils soient soutenus à tous les niveaux de la Fédération. En 1998, le comité a alors procédé à une première réforme de structure depuis sa création. Le comité réduit alors sa composition à 5 femmes qui seront élues par le Conseil fédéral et de la responsable politique. À la suite de la modification des unités de négociation en fonction des 4 catégories de personnel, la Fédération a procédé à d'importants changements de structure. Le comité exécutif a alors partagé les responsabilités des différents dossiers en s'assurant que le dossier de la condition féminine soit assumé par une femme. Depuis 2007, cette responsabilité m'a alors été confiée. Depuis 30 ans, c'est sans relâche que les femmes, d'un mandat à l'autre, ont travaillé à faire valoir les revendications spécifiques des femmes par la voie de notre organisation syndicale. Aujourd'hui, on vous présente un bref aperçu de ces 30 ans de lutte. Merci à toutes ces femmes qui ont milité au sein du comité de condition féminine et à ceux et celles qui les ont appuyées. Ensemble, nous continuerons à faire avancer la cause historique des femmes. Comment améliorer la présence des femmes dans les lieux de pouvoir? Les lieux de pouvoir permettent-ils une conciliation travail-famille-études? Le pouvoir d'influence rejoint-il plus de femmes que le pouvoir décisionnel? Prendre sa place, ce n'est pas seulement dans un parti politique. On peut s'impliquer dans le monde syndical, l'environnement, le communautaire, dans des conseils d'administration, que ce soit dans le public ou dans le privé. Mais le défi demeure de créer quand même des liens avec les différents lieux de pouvoir et favoriser une relève féminine. À la CSN en 2002, Claudette Carbonneau devenait la première présidente de notre mouvement. À la Fédération de la santé et des services sociaux, c'est en 1987 que Catherine Loumet deviendra la première présidente de notre fédération. En 2007, l'actuelle présidente Francine Lévesque prendra elle aussi la présidence de la fédération. Le comité constate que les femmes sont présentes, autant à la CSN, à la FSSS que dans les syndicats locaux, mais il faut toujours demeurer vigilant pour assurer un équilibre et demeurer préoccupé par l'accès à l'égalité. Alors, les comités, pendant ces 30 ans, ont travaillé en ce sens, autant en formation, avec des politiques de garde, on a organisé un forum, des statistiques aussi qui sont faites lors de nos instances. Et dans le cadre de la loi 30, on avait aussi demandé à nos syndicats de nommer une femme responsable du comité de condition féminine et que cette femme soit un membre du comité exécutif. Nous serons en marche tant que nous n'aurons pas atteint l'égalité. Les femmes ont dû se battre pour faire changer le rôle traditionnel qui les était attribué. Se marier, avoir de nombreux enfants et être la reine du foyer. Parmi ces luttes, il y a eu toute la question du contrôle de notre corps par la contraception et l'obtention du droit à l'avortement libre et gratuit. Le docteur Morgan Taylor a beaucoup contribué à cette lutte. L'avortement a été décriminalisé en 1988. Et encore aujourd'hui, ce droit acquis est encore en jeu par la partie politique et la religion qui veulent ébranler ce droit qu'on avait. Et nous devons encore plus nous mobiliser et lutter pour maintenir ce droit acquis.
Les femmes ont aussi revendiqué pour avoir des services de garde afin de leur permettre d'aller sur le marché du travail et avoir un travail rémunéré à l'extérieur de la maison et ainsi avoir une indépendance économique. En 1982, notre comité s'associe au regroupement des garderies afin de revendiquer l'augmentation des places en garderie, améliorer les conditions de travail des travailleuses et à la mise en place des garderies en milieu de travail. En 1997, la politique familiale instaure la maternelle à temps plein et des places en garderie à 5 $. Nos luttes ont permis, lors des négociations, d'introduire dans nos conventions collectives des dispositions pour améliorer nos droits parentaux. Par exemple, le congé maternité payé sur 20 semaines, le congé parental pouvant s'échelonner jusqu'à 2 ans et des congés pour les pères afin de leur permettre de s'occuper de leurs enfants. Le Comité de conditions féminines a collaboré à la formation sur le retrait préventif, a réalisé le guide « Avoir un enfant en préservant nos droits » pour les travailleuses et travailleurs du secteur public et par la suite pour les travailleurs et travailleuses du secteur privé et communautaire. Nous avons revendiqué en alliance avec les autres groupes une loi cadre sur la conciliation travail-famille-études. Cette bataille est à poursuivre, mais nous sommes très fiers d'avoir pu obtenir dernièrement, lors des négociations du secteur public, un comité national sur cette question. Donc, en ce qui concerne l'autonomie économique des femmes et des droits parentaux, nous avons fait certains gains, mais beaucoup reste à venir. Donc, tant qu'on ne sera pas toutes libres, nous marcherons. On se demande souvent pourquoi le Comité de conditions féminines organise à chaque automne au Conseil fédéral une activité qui souligne la violence. Alors, c'est pas difficile à se rappeler. Il y a eu un gros événement en 1989 où un jeune homme s'est présenté à l'école polytechnique. Il a commencé par diviser les étudiantes des étudiants, pour ensuite les traiter de bandes de féministes, ces étudiantes, et il a tiré. Et c'est là qu'il a tué 14 étudiantes et il en a blessé 13. Fait que c'est vraiment l'exemple qu'on peut utiliser pour nous amener à dire que nous, les militants et militantes, on a un gros rôle à jouer pour tenter d'éliminer la violence, surtout dans nos milieux de travail. Depuis les années 82, c'est sûr, les comités de conditions féminines ont commencé à travailler sur des travaux pour contrer la violence en milieu de travail. Il y a eu dans un premier temps, on a touché au statut et règlement, où est-ce que là, on a mis un article sur les abus sexuels. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, c'est vraiment le premier geste qui a été vraiment posé concrètement par le Comité de conditions féminines. Et c'est un peu plus tard, en 91, où il y a eu un code d'éthique en matière d'agression sexuelle. Les syndicats doivent défendre tous les membres. Alors là, il fallait faire une différence, une grande distinction entre les membres qui étaient agresseurs et les membres qui étaient agressés. Mais les travaux se sont poursuivis pour toucher toutes les formes de violence. Alors là, il y avait la violence physique, la violence verbale, et on a commencé à parler de la violence psychologique. Et la grande année, c'est en 1994, ils ont fait une journée au Conseil fédéral où est-ce que là, on a pu parler une journée de temps de la violence. Et on a sorti une brochure qui était « La violence, c'est frappant », qui portait beaucoup sur la violence dans les relations amoureuses. Fait que là, on y allait, tranquillement, pas vite, à parler de la violence. On a évolué un petit peu. Et là, on a adopté une politique contre la violence sexuelle qui permettait aux syndicats locaux de négocier un mécanisme pour avoir les moyens de recevoir et de traiter les plaintes. Alors là, il y avait les outils nécessaires pour faire avancer les projets. Et en 1996, le comité en santé et sécurité nous est apparu avec une belle formation sur la violence en milieu de travail. C'est une première formation qui avait été faite. Il y en a eu d'autres par après, on voit avec l'évolution. Mais c'est seulement en 1998 où que le Conseil fédéral adopte une vraie politique contre la violence qui s'applique à la fédération.
Alors, faut se le dire, depuis une quinzaine d'années, il y a eu une belle évolution. On s'est rendu compte de plusieurs choses qui ont été faites. On voit de plus en plus la violence autour de nous. Je pense qu'il faut continuer à y croire et à reconnaître la violence. Alors, heureusement, maintenant, nous avons des outils. On a des lois pour se faire respecter. Alors, notre gros travail, maintenant, ça va être plutôt de faire reconnaître la violence psychologique dans nos milieux de travail. Alors, tant qu'il y aura de la violence, nous serons en marche. Bonjour, le gouvernement Charest et les 35 000 éducatrices et employés des centres de la petite enfance se sont finalement entendus sur l'épineuse question de l'équité salariale. En vertu de cet accord, ces travailleuses vont obtenir des augmentations de salaire de près de 9 % qui vont s'échelonner d'avril 2007 à avril 2011, ce qui fait que le salaire d'une éducatrice va passer de 18,73 $ l'heure, qu'il est en ce moment, à 21,65 $ au 1er avril 2011. La loi sur l'équité salariale a constitué au Québec un gain social majeur et elle est le résultat d'une longue mobilisation des femmes. Au-delà de la couverture médiatique qui a entouré le règlement d'équité salariale dans le secteur public et celui des centres de la petite enfance, qui pouvait nous porter à penser que l'équité salariale est une question réglée, un rapport du ministre du Travail en 2006 nous ramenait à la triste réalité que 50 % des entreprises privées n'avaient pas respecté la loi. Ce rapport nous a permis également de constater que le fait d'être syndiqué constitue un avantage extrêmement important pour les femmes, puisque la syndicalisation affecte favorablement le salaire des femmes. Malheureusement, encore aujourd'hui, que l'on soit syndiqué ou non, il demeure toutefois une injustice flagrante pour les femmes qui travaillent dans des milieux exclusivement féminins. Parce qu'il n'y a pas d'emploi masculin dans ces entreprises, ces femmes ont eu droit à l'équité salariale en 2005 seulement, comparativement en 2001 pour toutes les autres femmes du Québec. Nous poursuivrons avec elles la bataille tant et aussi longtemps que nous n'obtiendrons pas justice. L'équité salariale, c'est aussi un acquis à maintenir. Outre la question d'équité salariale, le Comité de conditions féminines s'est aussi intéressé au programme d'accès à l'égalité, à la sexualisation des postes. Tant que l'équité et l'égalité ne seront pas atteintes, les femmes seront en marche. Alors, quand on parle du maintien du système public de santé, évidemment, dans les années 60 jusqu'en 70, on l'a créé. En 71, il y a eu l'apparition de l'assurance maladie et ça a contribué à l'amélioration de la santé des femmes. Mais depuis 30 ans, on assiste vraiment à un démantèlement de ce système. Ce démantèlement-là, il s'opère par une désinstitutionnalisation de la santé mentale, par exemple, les virages ambulatoires, fermeture d'hôpitaux, des fusions. Rapport Claire qui donne une place accrue au privé, jugement Shaouli, la loi 33 aussi qui parle du recours au privé aux frais de l'État, le rapport Castonguay qui lui prône deux systèmes parallèles, le système privé et public. Tout ce démantèlement-là a évidemment un impact sur les femmes parce que les femmes, on le sait, ce sont de grandes utilisatrices des services de santé dû au fait des étapes de leur vie, la grossesse, l'accouchement, la contraception, la ménopause, et les femmes vivant plus longtemps, séjournent par le fait même plus souvent à l'hôpital. Tout ça aussi a un impact économique parce que les femmes vivent des conditions souvent plus précaires, composent des familles, plus largement les familles monoparentales, et doivent débourser de leur poche. On sait que 30 % des services de soins de santé sont déjà privatisés. Donc, il y a un impact économique pour les femmes. Impact chez les aidantes naturelles qui composent 75 % des aidants. La coupure de services, qu'est-ce que ça fait? On demande aux familles d'être dispensatrices de ces soins-là. Autre impact, chez les travailleuses, évidemment, on sait que 80 % des employés du secteur de la santé sont des femmes et les coupures ça occasionne un manque de personnel, on réorganise le travail, ça engendre du stress, de la surcharge, des accidents de travail, etc.
On le sait, il y a vraiment un discours économique depuis plusieurs années de coupure. On parle, la santé est considérée comme un bien marchand, un bien de consommation. On est passé aussi dans des concepts de bénéficiaires, d'usagers à clients. Alors, moi, nous pensons au Comité Conditions féminines que la santé n'est pas un bien marchand, mais bien un droit universel. J'ai le privilège de vous parler de la Marche mondiale des femmes ainsi que les alliances avec les femmes. D'entrée de jeu, l'année 1995 fut celle de la Marche des femmes sous le thème du pain et des roses. Un événement d'envergure majeure pour l'ensemble des femmes. Ce fut un très beau moment de solidarité. L'année 2000 verra le Comité de la condition féminine se mettre en marche avec toutes les femmes du monde. Il n'y a pas moins de 2000 bonnes raisons de marcher contre la pauvreté et pour le partage de la richesse, contre la violence faite aux femmes et pour le respect de leur intégrité physique et mentale. Cette année, le 17 octobre 2010, c'est dans ma belle région de Rimouski que nous avons eu la Marche mondiale des femmes et pas moins de 10 000 femmes se sont jointes à nous pour les revendications qui étaient, entre autres, la hausse du salaire minimum, également les cours d'éducation sexuelle dans nos établissements scolaires, ainsi que la privatisation des services publics. Les alliances avec les autres groupes de femmes sont importantes. La Fédération des femmes du Québec est une voix importante pour toutes les femmes du Québec. Elle est de toutes les luttes contre toutes les formes de violence, de discrimination, de marginalisation ou d'exclusion à l'égard des femmes. En terminant, je vous dirai, marchons pour changer le monde.